C'est-à-dire, je vais avoir, soit c'est la première composante est nulle, soit la deuxième composante est nulle. D'accord? Très bien. Maintenant, si vous faites par exemple 1, 0, il appartient à A. Yak? Si vous mettez 0, 1, il appartient à A. Mais si vous faites la somme, il n'appartient pas à A. Donc ici, ce n'est pas une loi de composition interne, puisque en faisant la somme de deux éléments qui sont de même nature, on trouve un troisième qui n'est pas de la même nature. D'accord? C'est pour ça que j'insiste. Afakum, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, Zames, j'ai essayé de vous parler, pas du tout. Vous pouvez rester si vous voulez. Si vous voulez parler, vous sortez, s'il vous plaît. Parce que là, on dérange, et pas uniquement ceux qui sont là, tous ceux qui nous regardent à travers la caméra. Donc, j'insiste sur le fait que cette opération plus qu'on a définie, qui est sur les énuplés, la somme de deux énuplés est un énuplé. La loi, elle est commutative, associative, admet un élément neutre qui est 0, et chaque élément admet un élément symétrique. On dit que Rn muni de la loi plus est un groupe commutatif. Donc un groupe, c'est un ensemble muni d'une loi qui vérifie ces 5 propriétés. D'accord? Loi de composition interne plus les 4 qui sont là. Donc voilà déjà une première opération. Est-ce qu'on peut définir une deuxième opération? Eh bien, on va essayer cette fois-ci. Si je prends un vecteur U, donc x1, xn, et je prends un scalaire. Donc ici, il est dans Rn, et je veux construire une opération qui me donne, à partir de U et alpha, un énuplé, c'est-à-dire un élément de Rn. La seule multiplication que je connaisse, c'est la multiplication dans R. Alpha est un réel, x1 est un réel. Donc je peux construire alpha x1. Ça, c'est la multiplication dans R. Alpha x2, c'est la multiplication dans R, etc. Alpha xn. Là, j'ai un énuplé. Ce énuplé, je vais le noter, alpha.u est égal. Et je définis cette opération qui est dans ce cas-là, contrairement à la première, c'est une loi de composition externe. Pourquoi le mot externe? C'est parce que je vais prendre des énuplés et je vais faire agir dessus des réels. Les réels ne sont pas de même nature que les énuplés. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est externe. Mais par contre, je fais agir un réel sur un énuplé, je récupère un énuplé. Ça, c'est très important. Donc, je vais rester dans les énuplés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme pour le plus, je vais me dire, est-ce que cette loi que je viens de définir, est-ce qu'elle a des propriétés intéressantes? Alors évidemment, déjà ici, on a le plus. Et on a cet point qu'on a utilisé. J'attire juste votre attention sur un fait important. Ici, normalement, point, c'est cette loi externe. Ici, normalement, je mets aussi un point, mais ce point-là n'est pas le même. Parce que Hadi, c'est la multiplication dans R, ou ça, c'est la loi que je viens de définir sur les énuplés. Donc, bien qu'on peut les noter points, mais on sait qu'il n'y aura pas de confusion, donc il n'y a pas de problème. Donc, je me dis, si j'ai deux éléments, deux énuplés, U et V, bien sûr, je peux faire leur somme. Parce que la loi le permet. Donc, je fais une somme, je récupère un énuplé. Et je compose ce énuplé par alpha. Et je vais obtenir un autre énuplé qui est défini comme ceci. Maintenant, en prenant U tout court et en ayant alpha, je peux constituer le énuplé alpha U. Et je peux constituer alpha V, c'est un énuplé plus un énuplé, donc je peux faire la somme et j'obtiens un énuplé. La question, est-ce que ces deux énuplés sont égaux? Heureusement pour nous, c'est oui. Donc que vous fassiez ça ou ça, eh bien,
c'est ce qu'on appelle ici la distributivité de la loi point par rapport à la loi plus. Je distribue alpha ici et alpha. La question dans l'autre sens, si cette fois-ci j'ai deux réels, alpha et bêta, je peux faire leur somme. La somme ici, elle est dans R, c'est le réel. Et je peux faire agir sur U. Est-ce que c'est la même chose que alpha U plus bêta V? La réponse est oui. Donc il y a la distributivité de la loi plus de R par rapport à la loi point qu'on vient de faire. D'accord? Et puis, dans R, je sais faire la somme, mais je sais aussi faire le produit. Donc si j'ai alpha et bêta, je peux faire le produit alpha-bêta, d'accord? C'est le produit dans R, la multiplication dans R, et je fais agir sur U. Ou bien, je vais prendre bêta, je la fais agir sur U, j'obtiens un énuplé, et je fais agir alpha dessus. On a de la chance, c'est aussi vrai. Et puis nous avons un dernier élément important dans R. Vous savez que 0 joue le rôle de l'élément neutre dans R. 0 plus n'importe quel réel, c'est ce réel. Et vous avez 1 qui joue ce rôle-là pour la multiplication. 1 fois x, c'est x. C'est l'élément unité, on dit, c'est l'élément neutre. Donc la question, est-ce que si je prends l'élément 1 de R, que je compose sur U, est-ce que je trouve que c'est U? Est-ce que je trouve que c'est U? Autrement dit, est-ce qu'il joue aussi ce rôle d'élément unité là-dedans? Il se trouve que oui. Donc vous voyez, le Rn muni de la loi plus, vérifions ces 4 propriétés. En plus du fait que la somme de deux énuplés est un énuplé, loi de composition interne. Donc en fait, c'est 5. Mais disons, elle vérifie ces 4. Muni de cette loi, point, il vérifie ces 4. Eh bien, le Rn muni de la loi plus et point est un espace vectoriel parce que les opérations définies vérifient les 8 propriétés. Donc ici, Rn est un espace vectoriel car plus et point vérifie les 8 propriétés. Et les éléments de Rn, avec ces deux lois, maintenant, ça va s'appeler des vecteurs. Donc, on ne dira plus énuplé, demain ça va devenir des vecteurs. Et pourquoi on dit vecteur? Eh bien, c'est simplement parce qu'on va faire l'association avec la flèche par rapport au énuplé. C'est-à-dire, au lieu de représenter un vecteur comme étant une flèche, on va la représenter par un énuplé. C'est-à-dire, si vous êtes dans R2, vous avez un vecteur comme ceci. Je vais supposer qu'on part de l'origine. Ce vecteur-là, vous avez ici, c'est x, et ici, c'est y. D'accord? Ça, son abscisse, et ça, son ordonnée. Ce vecteur U, c'est le couple x, y. Si vous êtes dans R3, c'est pareil. L'abscisse, l'ordonnée, la cote, et ainsi de suite. Donc, tout vecteur dans l'espace Rn va être tout simplement un énuplé. Et l'avantage par rapport aux flèches, vous avez vu comment on peut les manipuler en faisant leur somme et en faisant leur multiplication par un scalaire. Donc c'est un outil qui va être très très utile pour étudier tous les phénomènes physiques et chimiques dont on aura besoin. Alors évidemment, une fois qu'on a défini ce que c'est qu'un espace vectoriel, il faudra constater une chose importante. Là, je suis dans Rn, mais des fois, je travaille sur une partie de Rn, comme tout à l'heure. Par exemple, si je prends
Si je prends par exemple le V, c'est l'ensemble des triplettes X, 0 et Y. D'accord? Avec X, Y appartenant à R. C'est formé par des triplets, donc ça c'est un sous-ensemble de R3. Ce sont tous les triplettes dont la composante du milieu est nulle. Par exemple, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Par contre, 1, 1, 1 n'appartient pas à V. D'accord? Donc c'est une partie de Rn. La question, je pose la question, est-ce que V est un espace vectoriel? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le munir de la loi plus. La définir. La loi multipliée par un scalaire. La loi plus, elle doit vérifier les 4 propriétés, associativité, commutativité, admettant un élément neutre et tout élément admet un élément symétrique. La loi point va être une loi de composition externe, mais avec la distributivité à gauche, la distributivité à droite, avec l'associativité là-bas et la multiplication par 1. Donc ça fait exactement 10 propriétés à vérifier. Ça fait beaucoup. À chaque fois, il faut vérifier 10 propriétés pour dire oui ou non, il est un espace vectoriel. Ça demandera du temps et de l'effort. Et comme en mathématiques, on apprend aussi beaucoup de paresse, on voudrait des choses un peu plus concises. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la chose suivante. On va dire, puisque si je veux représenter un petit peu Rn comme ceci, bien sûr, il ne va pas se représenter comme ça, il est infini, Rn, d'accord? Mais on le représente comme ça, comme si c'était Rn, réduit à ce bidule-là. Et je vais prendre, donc ça c'est Rn, et ça c'est V, d'accord? La question qui se pose est la suivante. Si je veux vérifier que V est un espace vectoriel, je dois vérifier les 10 propriétés qui étaient là-bas. Mais, d'abord, je vais dire que V n'est pas vide, parce que ça ne sert à rien de montrer que le vide est un espace vectoriel ou pas, puisqu'il n'y a aucun élément. Donc la première condition que je vais dire, V, pas celui-ci, mais un V quelconque, V est différent de l'ensemble vide. Qu'est-ce que ça veut dire différent de l'ensemble vide? Eh bien, simplement que ce V contient au moins un élément. Un élément, je ne dis pas vecteur parce que ça se dira vecteur si il devient un espace vectoriel. Donc, comme il est dans Rn, V est dans Rn, c'est des énuplés. Donc, pour montrer qu'il n'est pas vide, il suffit de trouver un énuplé quelconque et dire, tiens, il appartient à V. D'accord? Ensuite, je vais faire la chose suivante. Lorsque je prends 2 énuplés dans Rn, je fais la somme, je tombe sur un énuplé. Yak. Si je prends ici U et V, si je fais la somme U plus V, soit je vais tomber ici à l'intérieur de V, donc c'est une loi de composition interne si c'est vrai quel que soit U et quel que soit V. Mais si en essayant de faire U plus V, je tombe ici sur U plus V, donc U il est dans V, V il est dans V, mais U plus V n'est pas dans V. Donc lui il ne peut pas être espace vectoriel. Parce que rappelez-vous, avec la loi plus, la première chose qu'on a dite, c'est lorsque je fais la somme de 2 énuplés, je trouve un énuplé. Ça veut dire lorsque je fais la somme de 2 éléments de V, je dois trouver un élément de V. Donc, la première condition, c'est que si je fais la somme, quel que soit U et V appartenant à V, j'ai U plus V appartient à V. On dit qu'il est stable pour l'opération plus. La même chose, si je prends W et alpha, lorsque je prends alpha W, il est peut-être ici.
Si c'est vrai, quels que soient les alpha et quels que soient les W, il est stable pour la loi de composition externe, c'est-à-dire on reste à l'intérieur de l'ensemble V. Mais si, par hasard, au lieu de le multiplier par alpha, je le trouve ici, je le trouve là, alpha W, ça veut dire que je suis sorti, donc ce n'est plus une loi de composition externe. Donc la troisième condition veut que, quel que soit U appartenant à V, quel que soit alpha appartenant à R, j'ai alpha U qui appartient à V. Lorsque j'ai ces trois conditions, eh bien je dis que V est un sous-espace vectoriel de Rn. Donc V est un sous-espace vectoriel de Rn si il vérifie ces trois conditions. Donc pour vérifier que c'est un espace vectoriel, on va plutôt vérifier que c'est un sous-espace vectoriel, comme ça on n'aura que 3 choses à vérifier au lieu de 10. On vérifiera d'abord qu'il n'est pas vide. Comment on fait pour montrer qu'un ensemble n'est pas vide? Il suffit de trouver un élément qui lui appartient. Et ensuite, je vérifie est-ce qu'il est stable par la somme, c'est-à-dire la somme de 2 éléments de V, c'est un élément de V. Et la stabilité par rapport à la loi composition, alpha fois U, c'est U, on reste dans V. Si on a ces conditions, c'est un espace vectoriel. Ces deux conditions, on peut les rassembler en une seule. C'est quel que soit U, quel que soit V appartenant à V, quel que soit alpha et bêta appartenant à R, nous avons alpha U plus bêta V appartient à V. D'accord? Donc, vous vérifiez 2 et 3, ou bien vous vérifiez directement ici, c'est exactement la même chose. Alors là, il y a une petite remarque, mais qui est très importante lorsqu'il s'agit pour vous de répondre à la question est-ce que tel ensemble est un sous-espace vectoriel ou un espace vectoriel? Pour montrer qu'il est un sous-espace vectoriel, vous devez toujours montrer ça. Ce n'est pas quelque chose de formel, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, c'est quelque chose de très facile à faire. Lorsqu'on me demande est-ce que V est différent du vide, je cherche un élément. Par exemple, l'ensemble de tout à l'heure, c'était x, y, 0, y, avec x, y appartenant à R. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Comment je fais? Je dis, est-ce que V est différent du vide? Pour montrer qu'il n'est pas vide, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer qu'il y a un élément qui appartient. Donnez-moi un élément qui appartient à V. V, les éléments de V sont caractérisés, ce sont des triplets. La seule condition, c'est que la composante du milieu est nulle. Donc, donnez-moi un triplet dont la composante au milieu est nulle. Pardon? Qui a dit 1? 0, 1. Est-ce qu'il appartient à V? Je regarde sa composante du milieu. Oui, il appartient à V. Donc, il suffit de trouver un élément qui a la caractéristique des éléments de V. Mais il y avait un élément encore plus simple. C'était 0, 0, 0. D'accord? Parce que là, ça fait tout de suite ceci. D'accord? Et je reviendrai sur l'importance de vérifier avec 0. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier est-ce qu'il est stable pour la loi plus. C'est-à-dire, si je prends x, 0, y, ça c'est U, et v c'est x', 0, y', est-ce que U plus v appartient-il à V? D'accord? Pour avoir ici un élément de V, je dois avoir un triplet dont la composante du milieu est nulle. Donc je prends U, c'est-à-dire x, 0, y, plus x', 0, y'. Ça me fait x plus x',
0, y plus y prime. Donc, le x de u plus v, c'est celui-ci, le y, c'est celui-ci, et le 0 au milieu, donc il appartient à v, parce qu'il est de même nature que les éléments de v. D'accord? On vérifie de manière très simple. Et on vérifie la troisième condition, à savoir, est-ce que la composition par alpha me donne ça? Alpha u, c'est-à-dire alpha x 0 y, c'est alpha x 0 et alpha y. Il appartient à v car la composante du milieu. Et donc j'ai vérifié que c'était un sous-espace vectoriel. Donc c'est un espace vectoriel. Donc rappelez-vous, lorsque vous voulez montrer qu'un ensemble, un sous-ensemble de Rn est un espace vectoriel, vérifiez simplement que c'est un sous-espace vectoriel. Vous allez avoir deux choses à vérifier, non vide et stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire à la fois par plus et à la fois par multiplication. Mais je continue sur un autre exemple. Ça donc c'est... On a montré que ceci était un espace vectoriel. Si je prends cette fois-ci, U, c'est l'ensemble des triplettes X1, Y, avec X, Y appartenant à R. Question, est-ce que c'est un espace vectoriel? Comme c'est un sous-ensemble de R3, je vais montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Donc je dois vérifier deux choses. Il n'est pas vide et il est stable par combinaison linéaire. Pour montrer qu'il n'est pas vide, il faut donner un élément. Lequel? 0, 1, 0 appartient. Appartient à U. 0, 1, 0 appartient à U. Yak. On est d'accord ou pas? Il appartient, cet élément, ou il n'appartient pas? Il appartient. Pourquoi? Parce que quelle est la caractéristique des éléments de E? Ce sont des triplettes dont la composante du milieu, c'est 1. Les autres, on les laisse tomber. Donc ici, nous avons 1 qui est ici n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette caractéristique. D'accord? Est-ce qu'il est stable par combinaison linéaire? Si je prends par exemple x1, y, x', 1, y', je vais avoir x, je vais avoir la somme x plus x', 1 plus 1 c'est 2 et y plus y'. Ça appartient à U, ça appartient à U. Est-ce que ça appartient à U? Non. Parce que ici j'ai 2. Alors que pour appartenir, il faut qu'il y ait 1. Donc ça n'appartient pas à U. Donc qu'est-ce que je peux dire? U n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais ici, l'intérêt, c'était ça. On n'avait pas besoin d'arriver à la deuxième. Je vous ai dit tout à l'heure, pour montrer que V est différent du vide, il suffit de trouver un élément. N'oublions pas qu'on veut montrer que c'est un espace vectoriel. Si c'est un espace vectoriel, ça veut dire que la loi plus, elle vérifie les 4 propriétés. Commutativité, associativité, et qu'elle contient un élément neutre. Et cet élément neutre, c'est 0. Donc si je veux qu'à la fin, ça soit un espace vectoriel, il faut que 0 appartienne. Si j'arrive à montrer que 0 n'appartient pas, j'arrête. Il ne peut pas être un espace vectoriel. C'est pour ça qu'à cette étape-là, bien sûr, vous pouvez donner l'élément que vous voulez, mais je vous recommande souvent de faire est-ce que 0, 0 appartient? Là, tout de suite, on va dire non, 0 n'appartient pas puisque sa deuxième composante ici, c'est 0. Là, il faut que ça soit 1. Donc, il n'appartient pas à V. Et s'il ne contient pas 0, il ne peut pas être espace vectoriel. Donc, ça économise du temps et ça économise aussi le risque d'erreur qu'on peut avoir dans les calculs. Donc, systématiquement, pour montrer que est-ce que c'est un espace vectoriel, utilisez 0 pour montrer qu'il est non vide. Si
vous le faites parce que 0, en général, c'est facile de vérifier. Si en plus, en essayant de montrer que 0 appartient, vous arrivez à montrer que 0 n'appartient pas, vous avez fini en disant il ne peut pas être espace vectoriel. Donc ici, plutôt que donner n'importe lequel, il faut toujours utiliser 0. Voilà. Alors, évidemment, pour les sous-espaces vectoriels, on a des sous-espaces vectoriels d'abord qui sont triviaux, triviaux, c'est-à-dire immédiats. Par exemple, si je prends le singleton 0, le singleton 0, est-ce que c'est un espace vectoriel? Rn. Donc le 0 ici, c'est 0, 0, 0, n fois. Pour montrer est-ce que c'est un espace vectoriel ou pas, qu'est-ce que je fais? Je vérifie qu'il n'est pas vide et qu'il est stable par combinaison linéaire. Il n'est pas vide, c'est normal puisqu'il contient 0. Et par stabilité, c'est 0 plus 0, c'est 0, donc il est dedans. Alpha fois 0, c'est 0. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Bien sûr qui n'est pas très important parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a qu'un élément. Il y a aussi un autre qui est Rn. Tout espace vectoriel est sous-espace vectoriel de lui-même. Rn est un sous-espace vectoriel de Rn. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est un espace vectoriel. Donc les plus intéressants, ce sont ceux qui se trouvent entre les deux, c'est-à-dire qui sont de ce type-là, ou encore ceux, par exemple, vous avez plein d'exemples dans le cours, dans le polycopier et aussi dans le recueil d'exercices. Par exemple, celui-ci, c'est l'ensemble de x, y, z, tel que, par exemple, x plus y plus z est égal à 0. On verra dans le chapitre 3 ou 4, je ne me rappelle plus, que ici, on est dans l'espace et nous avons une seule condition, puisque c'est une seule équation et 3 inconnus. Donc, on va être obligé de donner 2 inconnus en fonction d'une troisième. Donc, c'est l'équation d'un plan. Ça va être un espace vectoriel, mais je vous demande comme exercice de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel. D'accord? Et puis, je peux aussi donner W, X, Y, Z, tel que X plus Y. Cette fois-ci, moins Z est égal à 0. Montrer aussi que c'est un sous-espace vectoriel, donc qui n'est pas vide, 0 appartient, qu'il est stable par combinaison linéaire. Mais je reviens à une chose intéressante. Tout à l'heure, on a parlé, pour montrer que c'est un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un espace vectoriel, il faut vérifier ça. Mais maintenant, si on a un sous-espace d'un espace et un deuxième sous-espace de Rn, et si on fait l'intersection, je vous rappelle que l'intersection de deux ensembles, c'est les éléments qui appartiennent à U et à V. C'est-à-dire, donc on a F, je vais prendre F inter G, ce sont tous les vecteurs U, tels que U appartient à F et U appartient à G. Donc, si je veux schématiser ça, je vais avoir quelque chose comme ceci. Donc, un autre sous-espace comme ceci. Ça, c'est F. Ça, c'est G. Et là, on est en train de parler de F inter G, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à la fois à l'un et à l'autre. Alors, on va avoir la chose suivante. Le problème, c'est que si F est un sous-espace vectoriel, si G est un sous-espace vectoriel, eh bien, F inter G est un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, on part de l'hypothèse que F est un espace vectoriel, que G est un espace vectoriel. F inter G, c'est les vecteurs qui appartiennent à la fois à F et à la fois à G. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Oui, ça c'est un théorème que vous avez. Donc pour le démontrer, c'est très facile. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que F inter G est non vide.
Comment je vais montrer qu'il est non vide? Il faut que je trouve un élément qui appartient à la fois F et à la fois G. Et quel est l'élément qui appartient à la fois à F et à G? F est un espace vectoriel. G est un espace vectoriel. Ils contiennent 0. Donc 0 appartient à F, il appartient à G, donc il appartient à F inter G. D'accord? Et la même chose, vous allez prendre un élément E qui appartient à F inter G, un élément V qui appartient à F inter G, et il faut montrer que E plus V appartient à F inter G. Pour qu'il appartienne à F inter G, il faut que E plus V soit dans F et il faut qu'il soit dans G. Mais E, il est dans F et il est dans G, donc E plus F, il est dans F inter G. V, il est dans E et dans F, donc il est dans E plus G. Donc la démonstration est très simple, elle est explicitée dans le polycope, mais je voudrais que vous le fassiez vous-même. Et ensuite, si vous avez de la difficulté, vous regardez le polycope. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la chose suivante, c'est ce théorème-là. D'accord? Alors, je vais donner un exemple. Je prends F. C'est l'ensemble des triplets dont la première composante est nulle. X, Y appartient à R. Et G, c'est l'ensemble des triplettes X, Y dont la troisième composante est nulle. D'accord? Donc on sait, et je vous demande de le montrer que F est un sous-espace vectoriel, donc différent de zéro, de vide, stable combinaison, montrer que G, etc. Et on va arriver à la question qui nous intéresse. Il faut trouver qu'est-ce que c'est que F inter G. D'accord? Ça, c'est l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux chercher quel est cet ensemble. C'est un sous-ensemble de R3, parce que c'est des triplets. Donc je prends X, Y, Z appartient à F inter G. Ça veut dire que X, Y, Z appartient à F et X, Y, Z appartient à G. Qu'est-ce que ça veut dire que X, Y, Z appartient à F? Alors, pour que X, Y, Z appartiennent à F, qu'est-ce qu'il faut pour le X? Il faut qu'il soit nul. Donc, ça veut dire que X est égal à 0. Et pour que X, Y, Z doit être dans G, il faudrait que Z soit égal à 0. Donc, ce sont les conditions pour que X, Y, Z soit dans F inter G. Donc, F inter G c'est l'ensemble X est égal à 0 et Z est égal à 0. Et ici, je mets ce que je veux, X appartenant à R. Donc ça, pardon, ici il manque G, ça c'est le sous-espace qui est l'intersection de F et de G. Et on n'a pas besoin de montrer que c'est un espace vectoriel parce que le théorème nous dit que si F est un sous-espace vectoriel et G est un sous-espace vectoriel, l'intersection est automatiquement un sous-espace vectoriel. Alors on peut se poser la même question pour la réunion de deux ensembles. On va dire que U, il est dans F union G, si F est dans U ou F est dans G. Alors, en général, ce n'est pas un espace vectoriel, donc on ne va pas en parler. Retenez par contre que l'intersection de deux sous-espaces est un sous-espace vectoriel. Je vous remercie, on se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah.